Bonjour, chers étudiants. Le point où on s'est arrêté la séance dernière est celui qui traite essentiellement les grands courants de pensée qui ont eu une influence sur le droit pénal actuel. Ces grands courants peuvent être ramenés à 5. Le courant de la justice absolue, le courant classique, le courant néoclassique, le courant positiviste et enfin celui de la défense sociale nouvelle. En ce qui concerne l'école de la justice absolue, qu'on a traité déjà la séance dernière. Mais en 2 mots, on peut dire que ce courant est en quelque sorte les idées de Kant qui ne sont diffusées en France qu'après 1810, c'est-à-dire après la rédaction du Code pénal français, grâce notamment au publiciste de Maistre dans son ouvrage Soirée de Saint-Pétersbourg. Pour ces deux auteurs, le droit de punir repose sur les exigences de la justice. Bien, lorsqu'une infraction est perpétrée, la justice a été bafouée et la peine qui sanctionne l'auteur de l'infraction doit assurer l'expiation de la peine. Vient ensuite l'école classique. Bien sûr, cette école est classique parce que d'abord, il considère l'homme comme détenteur d'un libre arbitre, donc comme un être responsable de ses actes et par conséquent de ses infractions. Classique, il est ensuite parce qu'il part de l'idée selon laquelle celui qui a commis une infraction doit être condamné à une peine au sens de châtiment. Ce courant a été développé, comme on a avancé la séance dernière, par de grands philosophes tels que Rousseau, Montesquieu et autres, et bien sûr certains criminalistes. On a spécifié l'allemand, l'anglais Bentham et l'allemand, bien sûr, Feuerbach. Mais on a spécifié l'italien Beccaria dans l'ouvrage intitulé Traité des délits et des peines a constitué un succès prodigieux. Pour certains, cet opuscule a contribué à la Révolution française. Bien sûr, la Révolution française s'en est beaucoup inspirée dans la rédaction de sa Déclaration des droits de l'homme. Beccaria est le premier qui a développé l'idée que le droit pénal se fonde sur la loi, c'est-à-dire qu'il a fondé le droit pénal sur le principe de la légalité. Celle-ci, c'est-à-dire la légalité, apparaît selon Beccaria comme le premier rempart contre l'arbitraire du juge. Cette légalité s'applique strictement à 2 niveaux, les incriminations et aussi les peines. Pour l'école néoclassique, bien sûr, qui a dominé les années de 1830 à 1870, bien sûr représentée par les 3 auteurs Rossi, Ortolon et Guizot, il s'articule sur une formule célèbre. Punir pas plus qu'il n'est utile, pas plus qu'il n'est juste. Bien sûr, cette formule résume en quelque sorte la synthèse entre les idées de la Révolution française et celles de l'ancien droit. Donc, tout en reproduisant l'idée de Beccaria dans la première expression de cette formule, c'est-à-dire punir pas plus qu'il n'est utile, il dépasse l'idée de Beccaria à travers la deuxième expression de la dite formule, c'est-à-dire punir pas plus qu'il n'est juste. Donc, pour illustrer cette combinaison, bien sûr, là, il s'agit d'une combinaison d'abord entre l'utilité sociale et la justice morale. Mais pour illustrer cette combinaison, Rossi a raisonné sur 3 éléments, 3 actes, 3 comportements: le meurtre, l'usure et le duel. Pour lui, le meurtre doit être incriminé, car sa répression est utile pour la société et moralement juste pour son auteur. En revanche, la répression de l'usure, bien qu'il est utile, n'est pas juste, car ce comportement n'est pas suffisamment immoral pour être puni. Quant au duel,
S'il paraît juste de le sanctionner, il est pourtant inutile de le faire parce que cet acte n'est socialement guère dangereux. Ce qui fait, bien sûr, la différence entre ce courant et celui classique, c'est l'individualisation de la peine. L'individualisation de la peine, bien sûr, pour parvenir à une peine juste. Tous ceux qui commettent le même délit ne subissent pas forcément la même peine. Il faut tenir compte d'un certain ensemble d'éléments. Leur passé, leurs circonstances, leur état psychique, leur sexe. Bien sûr, c'est généralement un ensemble d'éléments qui font la différence entre les individus. Bien sûr, les idées de cette doctrine ont été largement reprises par le droit positif. Mais lorsqu'elles étaient soumises à l'épreuve des faits, elles se révélaient insuffisantes. La criminalité a pris de l'ampleur. C'est pourquoi il a été dépassé par un autre courant de pensée, c'est l'école positiviste. Bien sûr, l'école positiviste est fondée par 3 Italiens. Il s'agit d'abord de Lombroso, un professeur de la médecine légale qui a publié en 1876 un ouvrage intitulé « Le criminel né ». Il y a ensuite Ferri, qui est un professeur de droit et avocat, qui a aussi publié un ouvrage intitulé « La sociologie criminelle ». Et enfin, Garofalo, il s'agit d'un magistrat qui a écrit en 1885 un ouvrage intitulé « Une criminologie ». Les positivistes italiens dénoncent l'inefficacité de la politique criminelle de l'école néoclassique, puisque, par exemple, la criminalité a été développée en France entre 1826 et 1880. Selon les positivistes, le crime est un indice qui permet de révéler l'état dangereux de son auteur. C'est pourquoi le traitement sera adopté non seulement selon la nature de l'infraction, il faut donc éviter le traitement quasi algébrique du code pénal, mais ce traitement doit être adapté à sa personnalité. Le résultat immédiat de cette façon de voir les choses, c'est que la répression, en général, la réaction sociale n'est pas nécessairement une peine. On parle désormais de mesures de sûreté décidées non d'après la faute du délinquant, puisqu'il ne peut en avoir commis. L'homme est considéré comme un être déterminé, mais il est bien sûr il est décidé, c'est-à-dire on parle des mesures de sûreté, ils sont décidés selon l'état dangereux du délinquant, bien sûr d'après la terminologie italienne, selon sa témébilité. Les positivistes, bien sûr, se sont posé une question. Est-ce qu'on peut punir un malade? On le soigne. Punit-on un typhoïdique? Bien sûr, on le soigne. Et comme dans un traitement médical, on doit choisir la mesure de sûreté compatible à la personnalité de l'individu. Pour résumer, on peut dire que la doctrine positiviste s'articule sur deux grandes idées. D'abord, le déterminisme. L'homme, donc selon cette doctrine, est considéré non comme un être libre, comme c'était le cas dans le cadre de la conception classique, mais comme un être déterminé. Donc le destin de chaque individu est par avance scellé. C'est pourquoi ces actes ne dépendent pas de sa liberté. La deuxième idée, c'est le milieu social et le crime est le résultat, bien entendu, de ces deux composantes. Le criminel né des positivistes est un peu le pendant de la bête humaine de Zola, bien sûr dans son ouvrage intitulé « La bête humaine ». Elle est caractérisée, selon Lombroso, par, bien sûr, entre autres, l'étroitesse de front, le développement exagéré des sinus
frontaux, l'épaisseur plus grande de la boîte du crâne, le développement disproportionné des mâchoires et des pommettes, ça au niveau, bien sûr, et avec d'autres caractéristiques, ça au niveau de sa morphologie, la morphologie du délinquant. Du délinquant. Au niveau de sa personnalité, bien sûr, elle est caractérisée par un manque absolu de remords, une extrême vanité et une conception toute relative de la divinité et de la morale. L'influence de la doctrine positiviste sur le droit positif est incontestable. Il a été officiellement reçu entre les deux guerres par les régimes totalitaires d'Italie et de l'Allemagne, ce qui, de nos jours, bien sûr, ne lui fait pas une excellente publicité. La France, quant à elle, a appliqué entre 1880 et 1912, bien sûr, certaines mesures inspirées de ce courant. Il s'agit notamment des mesures de sursis, la libération conditionnelle, la relégation des multirécidivistes et le régime spécial, bien sûr, des mineurs. Inversement, on peut faire valoir à son encontre que le déterminisme ne saurait constituer à lui seul l'explication des conditions criminelles et qu'il n'y a pas de justice sans libre arbitre, mesure qui a été critiquée par d'autres courants de pensée tels que l'école de la défense sociale. Bien sûr, l'idée de la défense sociale est très ancienne. L'italien Filippo Grammatica a déjà exprimé ses idées dès 1934 et on a fait la synthèse dans ses principes de défense sociale. Avant même cette date, le pénaliste et sociologue belge Adolphe Prince va créer en 1910 sa propre doctrine de défense sociale, surtout à travers la publication de son ouvrage sur la défense sociale et les transformations, bien sûr, du droit pénal. Cette doctrine a été renouvelée par un haut magistrat français, c'est Marc Ancel, bien sûr, à travers la publication de son ouvrage intitulé « La défense sociale nouvelle », c'était en 1956. Ce courant propose d'assurer au profit de chaque condamné une pédagogie de responsabilité. Le traitement pénal devant redonner au condamné le sens de sa liberté et donc de sa responsabilité. Il s'agit non pas de défendre la société contre les délinquants, mais de faire passer la défense de la société par celle des délinquants qui doivent être resocialisés. Pour parvenir à ce résultat, le juge doit d'abord tenir compte de la personnalité du délinquant et des facteurs qui l'ont poussé au crime. Il devra ensuite prononcer des sanctions qui seront individualisées et dépouillées de toute idée de blâme ou de responsabilité morale. Ainsi, cette doctrine tend à définir une politique criminelle humaniste qui protège l'homme en même temps qu'il assure la défense sociale. C'est pourquoi son influence sur le droit positif fut grande. Cette influence se manifeste de façon aux mineurs. On applique surtout les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, c'est-à-dire des mesures de sûreté à but non répressif. Pour les condamnés à des peines d'emprisonnement, le sursis sous diverses formes peut être octroyé beaucoup plus largement. Pour les détenus, diverses mesures favorisent leur reclassement social. La relégation, bien sûr, qui frappe les multirécidivistes est abolie. Si lourd le passé criminel d'un individu, l'on peut douter de son aptitude de se resocialiser. Les apports de cette doctrine, à savoir l'individualisation de la peine et la resocialisation de l'auteur de l'infraction, ont marqué profondément le droit pénal français de 1950 et celui du 1er mars 1994. La tendance
est la même dans d'autres pays et on se borne bien sûr de citer l'exemple du droit pénal portugais qui a été substantiellement réformé. Donc, on a fait un tour d'horizon sur les différents courants de pensée qui ont en fait influencé le droit positif actuel. Donc, on se pose la question sur la conception pénale marocaine, bien sûr, qui constitue bien sûr une particularité. La particularité de cette discipline vient du fait qu'il est tributaire d'apports successifs, lesquels n'ont pas fini de lui donner son visage définitif. En effet, 3 temps forts marquent l'histoire de l'évolution du droit positif, du droit pénal marocain. La période qui précède l'instauration du protectorat, il y a la période protectorale et enfin la période, bien sûr, de l'indépendance jusqu'à nos jours. La période pré-protectorale est marquée par 2 grands moments précis. Celui avant l'introduction de l'islam, caractérisé par le règne d'un droit coutumier, et bien sûr l'autre où les règles musulmanes ont constitué la base juridique principale de la législation pénale. Avant l'islam, la justice pénale coutumière était surtout caractérisée par l'institution de l'ajma', qui exerça les 3 formes de pouvoir que nous connaissons aujourd'hui, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et celui judiciaire. En matière pénale, l'intervention de l'ajma' se manifeste principalement à 2 niveaux. D'abord, c'est un organe qui veille à l'élaboration des incriminations en s'articulant surtout sur les coutumes ancestrales et sur l'éthique locale, tout en tenant compte de l'évolution du groupe social. Bien sûr, il faut que les incriminations soient compatibles et soient adaptées à l'évolution de la société. Ensuite, il fut un organe d'exécution de la sanction pénale qu'il a prononcée. Bien sûr, c'est normal, la jama'a, elle est tenue moralement de veiller à l'application des décisions qu'il a prononcées. Or, force est de constater que la principale mission de la jama'a reste bien sûr la conciliation en favorisant les négociations entre les parties afin d'abandonner l'alternative de vengeance. Toutefois, l'islamisation comme instrument de pacification a entraîné le recul de la justice coutumière au profit de l'application du droit pénal musulman. Avec l'avènement de l'islam en terre marocaine, le droit pénal musulman est devenu la source juridique officiellement dominante dans la gestion des crimes et des châtiments. Ce droit pénal, bien sûr, avait comme source principale le Coran et la Sunna, bien sûr, les pratiques du prophète, mais ces sources ne sont pas exclusives parce qu'il y en a d'autres sources telles que l'ijma' et l'ijtihad, bien sûr, qui sont inspirées des sources principales, bien sûr, et qui s'articulent sur elles. Le droit pénal musulman a comme principal objectif la protection des valeurs fondamentales de la société. Les 5 valeurs fondamentales, à savoir la protection de la religion, la protection de la vie, la protection de la raison, de la descendance et des biens, bien sûr. Pour qu'on puisse parler d'infraction dans ce contexte, il faut qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission, bien sûr, qui porte atteinte à la paix générale de la communauté musulmane, c'est-à-dire un comportement qui trouble l'ordre général de la communauté musulmane et qui est incompatible au comportement requis chez les croyants vertueux. En tout état de cause, c'est l'acte réalisé qui est visé, c'est-à-dire c'est ce comportement troublant l'ordre social qui est visé et qui est susceptible de servir de poursuites pénales, puisqu'il appartient à Dieu et à lui seul de juger les mobiles des actions humaines.
Quant aux sanctions, elles sont diverses, mais il se ramène à 3 catégories. D'abord, il y a les hudud. Cette catégorie est constituée par, bien sûr, les peines fixées par le Coran et la pratique du prophète. Ces peines ont donc des sources sacrées et sont intangibles en tant que telles. Ensuite, il y a les peines qasas. Il s'agit là d'une forme dérivée du talion fondée sur le principe d'équivalence entre l'agression et la riposte juridique et s'applique exclusivement en matière d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité corporelle des personnes. Quant aux peines ta'zir, leur détermination est réservée à l'autorité politique. Reste à mentionner que cette période est caractérisée par la dualité de droit. Le droit musulman basé sur la charia et le droit coutumier, soigneusement gardé par certaines zones du territoire marocain, fondé sur la tradition. C'est précisément en s'articulant sur cette dualité, qui reste quand même une particularité marocaine, que l'autorité du protectorat a progressivement cherché l'éviction du droit criminel musulman. Pour parler de la période protectorale, il faut d'abord préciser qu'avant même le protectorat, les puissances étrangères qui s'installaient au Maroc s'étaient efforcées à procurer leurs ressortissants d'un privilège d'ordre juridictionnel, bien sûr, afin de leur permettre de résoudre leurs litiges dans les meilleures conditions. C'est le régime des capitulations. Ce régime était sévèrement critiqué car il porte atteinte à la souveraineté du pays et, bien entendu, il a fini par être supprimé. Il faut rappeler que dans le traité du protectorat, la France s'est particulièrement engagée à réformer le système judiciaire marocain et à le moderniser. Cet engagement lui a essentiellement servi pour mettre en œuvre sa stratégie d'éviction du droit pénal musulman au profit de la survivance de la justice coutumière. La coutume a été présentée par les juristes français comme étant, avant tout, un phénomène berbère. À l'appui de cette idée, on faisait remarquer que son champ d'action privilégié coïncida avec les régions dites berbérophones. C'est pourquoi le dahir du 11 septembre 1914, relatif à l'administration des tribus berbères, avait décidé de consacrer solennellement le droit coutumier. Son premier article disposait que les tribus dites de coutumes berbères sont et demeurent régies et administrées selon leurs droits et leurs coutumes propres, sous le contrôle des autorités. L'apogée de cette politique discriminatoire est l'adoption du fameux dahir du 16 mai 1930 réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutumes berbères non pourvues de mahkama pour l'application de Shra. Les attributions de cette juridiction s'étendaient à toutes les matières, civiles, commerciales, mobilières et immobilières. Mais la réforme la plus lourde de conséquences est que le jugement des affaires pénales a été dévolu au tribunal coutumier d'appel lorsqu'il s'agissait de délits, conformément aux dispositions de l'article 4 du Dahir, et aux juridictions françaises s'il s'agissait de crimes commis dans les zones berbères en vertu des dispositions de l'article 6 du dit Dahir. Ce Dahir a été très mal accueilli par tous les Marocains et fut considéré comme une atteinte à la souveraineté et à l'unité du pays, du fait que l'organisation de la justice pénale a toujours été relevée du droit pénal, du droit public, pardon. C'est pourquoi ce texte a été abrogé par le Dahir du 8 avril 1934. Ainsi,
les tribunaux makhzen ont bénéficié d'un élargissement appréciable de leurs attributions, au point d'apparaître comme des tribunaux de droit commun. En plus des affaires pénales, les tribunaux makhzen tranchaient également les questions civiles et commerciales, sauf celles qui étaient réservées aux autres juridictions, en particulier les tribunaux modernes. Le 24 mars 1953 furent promulgués un code pénal, un code de la procédure pénale, une nouvelle organisation judiciaire. Ces codes furent pratiquement la reproduction fidèle de leurs correspondants français. À l'indépendance, leur abrogation est légitimement considérée comme une tâche prioritaire. La période protectorale. Il faut préciser que le 26 novembre 1962, le Maroc se dote d'un nouveau code pénal. L'impact et le poids de la période protectorale se font ressentir tant dans l'approche conceptuelle de l'institution pénale que dans les solutions proposées pour définir les outils ou le cadre pour l'élaboration d'une politique criminelle. Selon une partie de la doctrine, ce code est une copie presque conforme de l'avant-projet du code pénal français de 1953, dit projet Matter. Ce code pénal marocain est entré en vigueur le 17 juin 1963. C'est la loi du 26 janvier 1965 qui établira une véritable unification et une marocanisation de la législation pénale. Ce dispositif législatif posait solennellement trois objectifs. Il y a d'abord l'unification, la marocanisation et l'arabisation. Quant à l'unification, seront unifiées sur le territoire marocain toutes les juridictions du royaume. Ensuite, ne peuvent exercer les fonctions de magistrat que les personnes ayant la nationalité marocaine. Quant à l'arabisation, seule la langue arabe est admise devant les tribunaux, tant pour les débats et les plaidoiries que pour la rédaction des jugements. Certes, ce code pénal de 1962 a joui d'une très grande stabilité. Le recensement des modifications apportées au code pénal depuis sa promulgation révèle un bilan très faible. Toutefois, depuis la nouvelle constitution de 2011, il est amené incessamment à être amendé afin qu'il puisse être compatible avec les nouvelles dispositions constitutionnelles, telles que le respect des droits et libertés des citoyens, inviolabilité du domicile, protection du droit de propriété, la lutte contre toutes les formes de discrimination et autres. Dans ce contexte, en 2015, un nouveau projet du code pénal a été présenté. Les principaux apports de ce projet sont les suivants. D'abord, l'introduction de plusieurs dispositions pour sanctionner la discrimination, le racisme ou l'incitation à la haine. Il y a le renforcement des sanctions contre le harcèlement sexuel dans la rue et l'introduction des peines alternatives telles que les amendes journalières et le travail d'intérêt général. Ce projet de réforme fait toujours l'objet d'un débat intense par les différentes composantes de la société marocaine. Ainsi, en intégrant ces principes, le droit pénal marocain vise une protection optimum des intérêts de la société et des particuliers. La consolidation de la situation sécuritaire fait l'objet d'une attention particulière de la haute autorité du pays qui veille à ce que le royaume reste parmi les pays les plus stables. Je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.